déjà, bonjour et merci parce que vraiment, on pourrait vous appeler chacun par votre nom pour vous remercier d'être venu si tôt, bravant le froid, pour écouter ce débat qui va être, alors par contre, il va être passionnant, je vous l'assure, car nous l'avons préparé. Donc aujourd'hui, le sujet dans le cadre de ces rencontres capitales, qui comme vous savez sont organisées par l'agence AEF, qui traite des sujets d'éducation, de RSE, etc. On parle de la relation, et c'est un moment intéressant, et notamment de la relation aux politiques. Alors évidemment, il va y avoir quand même pas mal de mauvaises nouvelles, dans le sens d'une relation très dégradée aux politiques, mais on va aussi chercher, au cours de cette table ronde, à voir aussi qu'est-ce qui dans les décombres, dans les débris d'une démocratie telle qu'on la connaissait, qu'est-ce qui persiste et qu'est-ce qui se réinvente aussi. Alors, nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir, je vous les présente maintenant, et puis comme ça, quand ils prendront la parole, vous saurez qui parle. Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po, directeur de l'IRCM. Est-ce que vous pouvez lever la main? C'est lui. On l'applaudit? Génial, vous vous chauffez. Diane Lamotte, chef du groupe Public Affaires Ipsos BVA. Marie Lebec, députée porte-parole du groupe Ensemble. Ah non, mais vous êtes bons sur les applaudissements, vous êtes très bons. Diana Filipova, essayiste, experte du technopouvoir, mais aussi également adjointe à l'innovation de la mairie de Paris pendant tout un temps. Et Julien Volpré, fondateur de Tadeo, spécialiste des stratégies d'opinion. Parfait, vous vous chauffez un peu les mains, ça doit faire du bien. Alors, on va essayer de ne pas répéter une forme de litanie de mauvaises nouvelles, mais néanmoins, nous sommes dans un moment d'extrême polarisation, dans un pays où 90% des citoyens considèrent que la France est en déclin, où la confiance s'est effondrée, la confiance pour les politiques s'est effondrée, sauf au niveau local. Et on parlera de ce que ça veut dire. Donc les maires, 68%, l'école, 70%, les PME, 82%. Mais la politique nationale, par contre, 18% de confiance dans la présidence, 18% dans l'Assemblée, 15% dans les députés, 9% dans les partis. Des niveaux jamais vus. Donc ce pessimisme massif est encore plus accentué parmi les classes populaires. Donc on va quand même s'interroger sur le lien entre ce décrochage politique et la situation de dégradation réelle, économique, ou la situation de dégradation également perçue, car on reste l'un des pays les plus riches au monde. Alors, pour commencer, on va déjà évidemment, de manière un peu scolaire, mais c'est important, poser quand même de façon assez précise le constat, la question, en fait, je dirais, du déclinisme, qui est, aujourd'hui, 90% des Français pensent que la France est en déclin. C'est un chiffre Ipsos de la dernière étude sur les fractures françaises qui vient de sortir. Donc, Martial, comment est-ce qu'on peut encore faire de la politique, quelque part, dans un pays où 9 citoyens sur 10 pensent que la France est en déclin et qu'encore une large partie estime que ce déclin est irréversible, la politique étant de choisir là où on veut aller? Alors, je ne sais pas si j'ai une réponse prête à emploi. Derrière ce chiffre du déclinisme, il faut y voir à la fois une histoire et puis une relation politique qui effectivement s'est dégradée entre les citoyens et leurs représentants, avec toutefois quand même des distinctions entre le plan national, le plan local, et on pourrait même parler du plan européen, tellement il est invisibilisé. Sur la question du déclinisme, effectivement, les enquêtes, pour moi, soulèvent un vrai paradoxe, parce que le déclinisme, c'est pas nécessairement du nostalgisme. C'est-à-dire que beaucoup de Français observent que leur propre destin personnel n'est plus enchanteur. C'est-à-dire que le politique, dans sa capacité à transformer un destin individuel, une sorte de promesse démocratique que leur avenir sera meilleur que celui de leurs parents ou grands-parents, cette promesse, aujourd'hui, elle semble pour les Français non tenue. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y a une nostalgie d'un temps passé. Je pense que pour moi, le déclinisme et la nostalgie, ce sont deux choses différentes. Comment on peut réenclencher cette possibilité que le politique, que la représentation politique peut apporter je dirais une forme de jouvence individuelle.
Pour moi, il y a deux ressorts. Le premier, on en a beaucoup parlé et vous l'avez évoqué, c'est la question de la confiance. Mais je crois que je vais insister sur ce point parce que je trouve qu'il y a très souvent une confusion. On nous et c'est pas un reproche que je ferais ici à un institut comme Ipsos, c'est pas ça, mais on a besoin effectivement de pouvoir objectiver ce lien de confiance. Et donc on nous dit régulièrement, et j'y participe d'une certaine manière avec le CEVIPOF à Sciences Po, que cette confiance, elle est cassée. En fait, on parle de la confiance institutionnelle très souvent. Et c'est pas propre à la France. Dans tous les pays européens, il y a un lien de confiance qui est abîmé entre les citoyens et leurs représentants nationaux. Même dans les pays scandinaves, parce qu'on dit souvent, oulala, c'est beaucoup mieux en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège. Non, les citoyens suédois ou danois sont très sévères à l'endroit de leurs parlementaires. D'accord ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la confiance institutionnelle, c'est plutôt la confiance sociale. C'est-à-dire la confiance entre les individus. Et quand on doit construire une société entre représentants et représentés, et c'est un peu l'histoire récente des 2 derniers siècles du modèle de la démocratie représentative, ou une démocratie libérale, entre représentants et représentés, il faut un lien de confiance. Et c'est naturel, c'est l'histoire je dirais, de notre régime démocratique. On délègue notre pouvoir à des représentants. En contrepartie, on souhaite que ce pouvoir délégué soit parfaitement et avec confiance pratiqué. Or, là, il y a une singularité française. De tous les pays européens, la France est le pays où le niveau de confiance sociale est très très faible. C'est quoi la confiance sociale? Sans être trop jargonneux, c'est la confiance que vous accordez à votre entourage familial, à vos amis, à vos voisins, à vos collègues de travail, mais aussi des gens que vous ne connaissez pas, d'une nationalité, d'une religion différente. Et on a observé avec mes collègues, alors le regretté Daniel Cohen disparu, Yann Algan et Elisabeth Besselet, il y a quelques années, quand on avait travaillé pour la compréhension de la polarisation politique, on est arrivé au constat suivant, assez simple. Oui, on est un pays qui n'a pas confiance dans les représentants, mais on a un pays qui peut avoir confiance dans les autres. Et ce qui nous est apparu comme une grille de lecture intéressante, c'est que tous ces éléments beaucoup plus subjectifs, parce que si on veut comprendre, on peut demander, et les enquêtes le mettent en avant, votre niveau d'éducation, votre classe sociale. Bon, tout ça permet d'expliquer comment on se positionne dans le paysage politique. Mais, et je finis là-dessus, quand on regarde le niveau de confiance, alors là, on peut comprendre, et je le dis très simplement, quand vous n'avez pas confiance dans les autres, vous produisez de la radicalité. Et si vous n'avez pas confiance dans les autres, alors comment avoir confiance dans l'État pour changer votre propre destin? Et pour nous, c'est là le nœud, en quelque sorte, du lien de confiance. La confiance, et je termine par cette formule, c'est ce que disait un philosophe allemand, la confiance, c'est un mécanisme pour corriger la complexité sociale. Et si ce mécanisme n'est pas entretenu, n'est pas travaillé par le politique, alors il ne faut pas demander aux individus de régler cette complexité sociale par eux-mêmes, parce qu'on n'y parviendra pas. Alors, c'est effectivement, c'est une longue intervention intéressante. Ce que vous dites finalement, c'est que la confiance dans les politiques, elle commence par la confiance entre les citoyens, entre eux, et qu'il faut créer quelque part les conditions de cette confiance entre les gens et par extension la confiance dans le politique. Alors il y a des endroits, je rebondis un peu parce qu'on va beaucoup travailler autour de cette idée puisque le sujet c'est la relation. Il y a des endroits où semble-t-il, en tout cas de manière déclarative, il reste de la confiance. Je m'adresse à vous Diane puisque vous avez notamment évidemment supervisé cette étude fracture française de l'Ipsos. Il y a de la confiance dans les maires, 68%, dans les PME, 82%. On ne sait pas trop ce que veulent dire ces pourcentages, on va justement l'explorer. École, 70%. Donc finalement, il y a de la défiance d'un côté très 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 forte sur les politiques ou présentés comme politiques lointains, et puis de la confiance sur
des figures qu'on dirait plus proches ou peut-être plus réelles, moins réseaux sociaux, plus présentes dans une expérience au quotidien des gens, la PME, l'école, la police, le maire. Oui, tout à fait. Bon, Martial l'a déjà un peu dit, mais nous, ce qu'on observe dans nos études, c'est une confiance à deux vitesses, on va dire. Déjà, il y a une très faible confiance, vous l'avez dit, sur les acteurs politiques nationaux. Cette année, la vague de fracture française s'est déroulée pendant la démission de Sébastien Lecornu. Donc évidemment, les chiffres ont été forcément un peu impactés par cette démission qui a forcément fait augmenter la défiance des Français vis-à-vis du politique personnel, du personnel politique national. Donc ce qu'on voit, c'est effectivement des taux de confiance très faibles. 22% pour la présidence de la République, c'est le taux le plus bas. En 2017, pour rappel, on était à 44%. Donc on voit clairement une montée de la défiance envers la présidence de la République depuis le premier quinquennat. Mais il n'y a pas que le président de la République qui en pâtit, il y a également l'Assemblée nationale. On est cette année à 20% de confiance envers l'Assemblée nationale. L'an dernier, on était à 26%. Donc les événements politiques récents ont quand même eu un impact sur l'Assemblée nationale et sur l'image des députés. Les partis politiques, là on est à 10% de confiance. Là pour le coup, sur l'aspect des partis politiques, c'est des acteurs qui n'ont jamais suscité une forte confiance. Depuis le début de Fracture française, on observe au maximum 14% de confiance envers ces acteurs. Donc eux, on va dire qu'ils sont constants dans la défiance qu'ils inspirent aux Français. Il y a toujours eu une forte défiance, alors que les députés, l'Assemblée nationale et le président de la République, on observe une défiance qui a fortement augmenté au cours des dernières années. Ensuite, quand on se concentre sur le local, donc Martial l'a déjà un peu dit, et vous l'avez un peu dit en introduction, effectivement, il y a une plus forte confiance. C'est 68% des Français qui déclarent faire confiance à leur maire. Donc on voit bien que sur les personnalités locales, on a beaucoup plus de confiance, moins de défiance. Cette confiance, elle est restée stable au cours des années. On n'a pas, nous, remarqué au cours des 2 dernières années, 5 dernières années, une augmentation de la confiance envers ces acteurs locaux. Elle est restée très stable. C'est plutôt la défiance envers les politiques nationaux qui a tellement augmenté que ces acteurs sont un peu des acteurs refuges finalement. Et ce qui est également très intéressant, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que plus la commune est petite, plus on a confiance dans le maire. Donc il y a vraiment cette question de la proximité qui rejoint la question finalement de l'accessibilité de la personne politique qui est très importante pour établir le lien de confiance avec elle pour les Français. Alors, est-ce que dans votre étude, vous voyez émerger des groupes qui décrocheraient plus d'un point de vue de la confiance dans les institutions politiques? Est-ce que finalement, ces pourcentages, qu'est-ce que ça recoupe d'un point de vue social ou système de valeurs, âge? Alors, déjà, il faut quand même partir d'un constat, c'est que cette défiance, elle est largement partagée par tous les groupes sociaux. C'est quand même un sentiment qui est très partagé par les Français, mais effectivement, on peut voir certains groupes qui décrochent, comme les moins de 35 ans, les catégories populaires, donc ce qu'on appelle les employés et les ouvriers, et aussi les personnes qui vont être plutôt sympathisants des partis de la France Insoumise ou du Rassemblement National. Ce qu'il faut voir derrière ça aussi, c'est la notion de colère. Ce sont ces groupes-là qui nous disent le plus être en colère. En France, c'est 43% des Français qui disent être en colère et contestataires. Quand vous regardez les jeunes, les ouvriers, les employés, c'est un sentiment qui est majoritaire chez eux. Donc cette défiance, finalement, ça vient plus révéler un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de sa propre vie. Par exemple, si on prend le cas des jeunes, les jeunes sont majoritaires à penser qu'ils bénéficient aujourd'hui de moins bonnes conditions que leurs parents au même âge. Donc ce sentiment d'inégalité sociale et économique, il vient alimenter ce sentiment de colère qui lui-même vient nourrir ce sentiment de défiance vis-à-vis du politique. Alors ça, c'est une question qu'on va poser aux politiques, c'est que finalement, la colère, là, parce que pendant longtemps, il y a eu une sorte de... oui, les gens sont en colère, et puis... je dirais de la part, alors moi je nous mets dedans, de la part des élites, quelque part des élites culturelles, une forme de sentiment d'incompréhension. Mais pourquoi autant de colère? D'où vient cette colère, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la classe politique, je m'adresse à vous, Marie Lebec, est-ce qu'aujourd'hui, dans la classe politique, vous, précisément, est-ce que vous prenez en compte cette colère et les raisons de cette colère? C'est-à-dire, y a-t-il une dégradation des conditions de vie? Y a-t-il une dégradation des perspectives? C'est-à-dire finalement, pas simplement se dire bah tiens, les gens sont en colère, on va essayer de les calmer, mais de se dire bah, ça parle de quoi cette colère réellement? C'est une bonne question parce que
elle est très. Ce qui est difficile, je trouve, aujourd'hui dans l'action politique, c'est que c'est des demandes qui sont très protéiformes. Et d'ailleurs, ça se traduit assez bien dans le vote qu'il y a eu aux élections législatives de 2024. Ça se voyait déjà en 2022. C'est qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a 11 groupes politiques, ce qui démontre bien que, en fait, la France est très fracturée dans ses aspirations, dans ses envies, dans la façon dont aussi ils envisagent qu'on puisse apporter des réponses à ces problèmes. Et ça challenge beaucoup, je pense, le responsable politique de dire, moi, je pense que tous les responsables qui sont à l'Assemblée, quelle que soit leur couleur politique, ils ont au moins cette envie commune de dire et notre objectif c'est de faire quand même progresser le pays. Et ensuite il y a faire progresser le pays, c'est la fin, mais la finalité, pour les chemins pour y arriver sont nombreux et nous n'avons pas la même vision de ce qui doit être les priorités, les leviers d'action, comment est-ce quel curseur on doit bouger pour pouvoir répondre aux aspirations extrêmement différentes de la population. Mais si je vous relance là-dessus en particulier, les jeunes qui expriment plus de colère. Aujourd'hui, on voit dans la question du budget, et je le ramène là, on voit dans la question du budget où on oppose quelque part les générations. On a l'impression qu'on fait le choix des retraités versus le choix de la jeunesse. Est-ce que ça, vous, comme parlementaire, finalement, comment est-ce que vous traitez cette question-là ? C'est beaucoup de dialogue, de mise en valeur, mais je rebondirais, c'est aussi par rapport à la question de la défiance, c'est aussi peut-être de l'information par d'autres canaux que les canaux traditionnels. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites beaucoup, on n'a pas confiance dans le politique, mais ce que je constate, et notamment ça s'est accéléré depuis le Covid, il y a quand même une remise en question de tous ceux qu'on considère un peu soit comme détenteurs d'une forme d'autorité, soit comme d'un savoir. Par exemple, au moment du Covid, il y a eu beaucoup de remise en question du corps médical sur les vaccins. Les médias sont beaucoup décriés. On estime qu'ils sont porteurs d'une parole qui n'est peut-être pas l'expression. Il y a aussi, je pense, un besoin d'immédiateté. C'est-à-dire, on a moins, et je pense que c'est un peu le phénomène réseaux sociaux, on a moins de compréhension que l'action politique, elle s'inscrit dans le temps long et on veut des réponses tout de suite qui correspondent à nos besoins immédiats. Et ça, c'est un peu, je trouve, les paradoxes auxquels on est fait. Et du coup, pour répondre à votre question et de comment est-ce qu'on fait, je pense qu'il y a un besoin effectivement d'échange, d'engagement, de terrain. Moi, j'ai fait un exercice assez intéressant pendant les débats budgétaires. Comme on avait beaucoup de sollicitations par message sur les réseaux sociaux, par mail, on a lancé un petit appel en disant si vous voulez venir voir une séance de l'Assemblée nationale, voir comment ça se passe, voir comment on construit le débat et comment se construisent les votes aussi à l'Assemblée, venez. L'Assemblée, c'est une maison ouverte. C'est vrai que parfois les hauts murs donnent un peu l'impression de quelque chose d'un peu refermé et donc les citoyens ne sont pas. Et je me suis dit, le débat, le budget, c'est toujours un peu ardu. En fait, j'ai eu 30 demandes de la circonscription. Je pense que si j'avais ouvert en dehors de la circonscription, j'en aurais eu plus. Alors bien sûr, c'est facile parce que moi, j'habite à 20 km de Paris. Ma circonscription est à 20 km de Paris. Les gens peuvent facilement venir un soir, un week-end, etc. Et à chaque fois que les personnes qui sont venues ressortaient de là, ils me disaient « Ah, merci, c'est très intéressant. » Et ça permet quand même de me comprendre. Alors que franchement, si on dit les choses, le budget, c'est un débat très technique. Prendre en cours la discussion, c'est quand même toujours assez difficile. Si vous arrivez sur un sujet que vous maîtrisez moins, qui est moins votre quotidien, c'est quand même compliqué. Et donc, je pense qu'il y a aussi peut-être, par rapport à ce que vous dites, un besoin de publicité de ce que l'on fait. Tout est enregistré, diffusé, tout est transmis, tout est retraduit, même en compte-rendu écrit à l'Assemblée nationale. Mais il faut un peu aller chercher les gens, leur montrer comment ça se passe. Et par rapport à la question de la confiance, de l'opposition des catégories, etc., je pense aussi leur montrer, leur expliquer, parce que c'est pas leur quotidien, parce que au fond, on est quand même un État complexe, on est la 6e puissance mondiale, à 68 millions d'habitants, peut-être un peu plus. Et je pense qu'il faut rappeler aussi comment fonctionnent nos institutions, à quoi elles servent, comment elles marchent. Et je trouve qu'à chaque fois, cette question de la défiance, de l'opposition, elle s'atténue parce qu'en fait, on fait valoir ce que l'on fait, comment on le fait et comment ça fonctionne. Ça, je pense que c'est très important. Alors, vous, ce que vous dites, c'est finalement quand les gens voient comment ça marche de près, c'est-à-dire peut-être pas par l'intermédiation des réseaux sociaux ou
finalement, on a l'impression, quand on voit l'école, les maires, etc., c'est un peu des domaines qui échappent à la communication par réseau social. Il y a de la confusion. On n'est pas là pour faire le procès des réseaux sociaux, mais néanmoins pour voir comment est-ce que ça vient en fait accentuer les polarisations. Donc dans l'Assemblée, je voudrais revenir sur la question de ce que vous disiez, les gens ont des aspirations très différentes, dans tous les sens. Tout le monde a des aspirations. Et en fait, donc c'est quelque part, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. L'idée même de la politique, c'est une politique pour tout le monde, enfin une politique pour le pays. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier le fait que chacun a son aspiration? Et en France, ça se traduit par le fait, on en discutait avant de préparer, ça se traduit par le fait que chacun veut sa loi, son amendement, son ministère, vous me disiez. Le tourisme veut son ministère du tourisme. Donc, comment est-ce qu'on arrive finalement à sortir des revendications personnelles pour construire quelque chose de commun? Parce que sinon, on ne produit que de l'insatisfaction. Je pense que c'est probablement un des plus gros défis auxquels on est confronté aujourd'hui. C'est redonner aux Français l'envie de faire société ensemble. Et donc ça se traduit, entre autres, pas que, mais entre autres par le fait d'avoir envie de porter un projet commun. Et effectivement, c'est vrai qu'on en discutait avant. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce que tout le monde vous dit il y a trop de normes, on veut pas de loi supplémentaire, mais en fait, dès que vous ne parlez pas d'eux, ils estiment que vous vous désintéressez d'eux. Or, c'est pas forcément le cas. Parfois, vous parlez pas d'un sujet parce que les enjeux sont peut-être moins prééminents que ceux d'un autre secteur. Parce que aussi vous aspirez à une forme de stabilité, de quelque chose qui marche à peu près, et que en tant que responsable politique, vous avez surtout besoin de changer ce qui est. Et je dirais un dernier point, c'est souvent ce que je dis aux acteurs économiques, et je pense que ça c'est important, c'est que la temporalité de l'action politique, et en l'espèce du monde politique, elle est du monde économique, elle est extrêmement différente. Les acteurs économiques, ils agissent, quand ils font un investissement, ils agissent sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et donc, ils aspirent à une forme de stabilité, de continuité. Le responsable politique, et c'est là, par rapport à votre question, où je pense que c'est hyper difficile, c'est que c'est pas un enjeu électoral dans le sens est-ce que je veux garder ma place ou pas garder ma place. C'est qu'à la fin des fins, son bilan, c'est tous les 5 ans. Et ça va très très vite. Et en fait, en 5 ans, on doit montrer qu'on a porté des sujets politiques, qu'on les a mis en œuvre par la loi et qui vous ont impacté très directement dans votre quotidien. Et il y a ce grand défi, je pense, auquel tous les groupes politiques sont confrontés, c'est ce qu'on appelle un peu le dernier kilomètre. C'est comment on fait pour que, une fois qu'une loi a été votée, elle arrive, elle irrigue dans les territoires, elle irrigue dans chacun des foyers presque. Et je pense que c'est peut-être ça un des défis auxquels on est confronté, c'est qu'on est contraint à une forme de vitesse de la part de nos concitoyens qui sont peut-être plus demandeurs d'immédiateté, de vitesse parce qu'on a une échéance électorale, et encore une fois, c'est pas dans le fait de dire je veux garder ma place, je veux être élu, c'est juste qu'à la fin des fins, les gens vous demandent de vous évaluer au bout de 5 ans. 6 ans pour les élus locaux, mais 5 ans, ça va quand même très vite. Et paradoxalement, la société pour se transformer, elle a besoin de temps long. Et donc tout ça est assez difficile à réconcilier. Je ne sais pas si je dirais que j'ai trouvé la martingale, mais, parce que c'est probablement pas le cas, mais je trouve que c'est un peu la question qui est devant nous. Et pour les futures échéances, quelles qu'elles soient, je pense que ce sera un des grands enjeux de c'est quoi notre projet commun et quel temps on accepte de lui donner pour qu'il s'installe. Ouais, le rapport au temps. Vous vouliez intervenir, Martial? Oui, rajouter un élément. Je vais m'autoriser un parallèle, mais parce que quand on parle du terme de confiance, le contraire de la confiance, c'est pas nécessairement la défiance. Ça peut être la méfiance ou ça peut être l'absence de confiance. Et je pense qu'on est aujourd'hui en France dans une situation où on a basculé d'une absence de confiance qui laisserait penser qu'on est dans l'indifférence à une forme de défiance. Et pour moi, la défiance est beaucoup plus critique et beaucoup plus dangereuse pour la stabilité démocratique que la méfiance. Si je prends mon téléphone, et Cécilia, je vous prête mon téléphone, vous en avez besoin, à vous Julien, je vous le prête, et on a deux situations. Et ce téléphone, vous me le rapportez dans 1 an. Je vous l'avais prêté pour 5 minutes. Mais vous m'expliquez que pendant un an, ça a été une question de survie. Et donc moi, je suis très heureux de vous avoir prêté ce téléphone. J'ai gardé la confiance à votre endroit, parce que vous me l'avez rapporté pour une bonne raison. Si, Julien, je vous le prête et vous me le rapportez cassé sans aucune raison,
vous allez perdre ma confiance. Dans le champ politique, pour moi, il y a un élément, je rebondis sur les propos de Marie Lebec, et une somme, je dirais, de phénomènes. Pour moi, le traité constitutionnel de 2005 a été un élément décisif dans le basculement des Français à une forme d'indifférence, à une forme de défiance. Et le respect, finalement, du vote lors du traité constitutionnel, qui n'a pas été garanti par ici la représentation nationale et à l'époque le président de la République, a conduit, pour moi, c'est un élément où on perd la confiance des citoyens parce qu'ils se sont exprimés, il y a eu des débats, de nombreux débats, si vous en souvenez, en 2005, et finalement, ce traité constitutionnel est revenu au Parlement d'une autre manière. Et ça, pour moi, c'est véritablement ces signes qui abîment la relation de confiance politique. Oui, alors c'est effectivement c'est intéressant. On va d'ailleurs voir si, parce que à la fois il y a cet exemple pour la France, il y a le traité de 2005, mais finalement on observe un peu. On faisait ces comparaisons internationales. On observe les comparaisons internationales. Ok, en France, tout est accentué, on va dire. Mais on observe des phénomènes qu'on observe aussi ailleurs. La montée aussi des extrêmes dans plein d'autres pays, dans des situations politiques différentes. Donc on a l'impression qu'il y a du réel, du concret, des problématiques spécifiques à un pays, et puis des choses qui sont plus globales. Je me dirige vers Diana, un peu sur là pour le coup, sur ce que vous avez appelé le technopouvoir, qui est, on évolue aussi dans maintenant un nouveau système en fait de partage de l'information, d'expression des sentiments, de polarisation des émotions, qui est un système où quelque part les acteurs traditionnels, dont les médias qui filtraient comment était perçue l'action politique, comment on la racontait, comment on la transmettait en fait quelque part aux citoyens, ont été dépassés par les réseaux sociaux, tout genre de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, finalement, la façon dont on accède à l'information, elle est complètement intermédiée par ce que vous avez appelé dans votre livre Technopouvoir, par la technologie. Et c'est pas neutre, la technologie. Ça a finalement changé notre rapport aux politiques. Bien sûr. Alors, Technopouvoir, c'est un livre que j'ai publié en 2019. Où je défends une thèse de rapport étroit, voire de collusion parfois qui existe entre ceux qui développent les techniques et ceux qui exercent le pouvoir, pour des raisons qui sont liées à l'organisation économique, à des objectifs communs, ou parfois tout simplement parce que il en va de la définition de la défense de certains marchés. Donc je parle beaucoup de ce qui s'est passé notamment dans la Silicon Valley au moment du développement de la tech, on va dire de la préhistoire des techniques de San Francisco, où la défense, les entreprises, les startups, qu'on n'appelait pas encore les startups à l'époque, mais les entreprises privées, les chercheurs s'organisaient autour d'un objectif commun qui répondait à plein d'objectifs différents, en commençant par évidemment la science et en finissant par la puissance. Voilà. Ce que j'essaie aussi d'expliquer, c'est que les techniques non seulement ne sont pas neutres, mais elles ne l'ont jamais été, mais qu'elles sont aussi une ingénierie technologique bien sûr, mais une ingénierie sociale et une ingénierie politique. Et c'est encore plus le cas. Là, on entre vraiment dans une sorte de changement à la fois de qualité et d'échelle avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, alors ça, pour le coup, je parle vraiment en tant que spécialiste des techniques. Aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui ne peut sérieusement, aucun homme ou une femme politique qui peut sérieusement se passer de réseaux sociaux. Il n'y a plus vraiment de communiqué qui ne passe pas par Twitter, Instagram, maintenant par TikTok. Donc on passe dans quelque chose de complètement différent où il y a une sorte d'immédiateté permanente qui se joue dans l'espace politique et dans l'espace public. Cette immédiateté fait que, vous parliez de la prise de distance, du temps long, de la possibilité, de la nécessité de ce temps long pour faire redescendre les choses, les atterrir, pour refaire confiance. Eh bien, dans un monde où tout passe par des interactions immédiates,
cela est impossible. Mais ça, à la limite, je crois que ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est que les réseaux sociaux, c'est aussi une porte ouverte à des influences externes, à des influences étrangères, qui ont très bien compris que là était notre faille, que là était la faille de démocratie. En fait, c'est quoi la faille des démocraties? C'est aussi leur force. C'est de mettre sur la place publique leurs désaccords et leurs débats. Et donc, cette place publique, à un moment donné, elle a été occupée par les réseaux sociaux. Et donc, ils peuvent, en créant ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre hybride, en créant des fermes de trolls, exploiter les fractures qui sont les nôtres, mais qui sont des fractures aussi extrêmement importantes pour nourrir, développer les politiques, pour discuter de ce qui nous relie et de ce qui nous divise. En fait, eux, ils ne l'exploitent pas du tout dans le sens dans lequel une démocratie s'en sert, mais plutôt dans le sens d'accroître nos divisions. Je pense évidemment à ce que fait la Russie, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là, qui va s'introduire lors des élections en créant des faux sites, des fausses vidéos, en exploitant toutes les techniques qui sont à sa disposition, à notre disposition, y compris dernièrement l'IA, pour radicaliser l'opinion, pour accroître la défiance, pour introduire ce qu'on appelle, bien sûr les fake news, mais c'est bien pire que ça. C'est-à-dire qu'une fake news ne cesse pas d'exister une fois qu'elle a été démentie. Ce sont des images qui restent, ce sont des idées qui demeurent en fait dans l'esprit. Et en exploitant toutes ces divisions, bien sûr, elle ne fait que les accroître de façon indirecte. C'est-à-dire que c'est pas seulement une technique, on va dire, géopolitique, c'est à proprement parler une sorte de thèse, une vraie doctrine qui a été qui est également développée aux États-Unis par les tenants de ce qu'on appelle aujourd'hui les Lumières sombres, mais qui a été développée par exemple en Russie depuis le début des années 2000. Exploiter les faiblesses de l'Occident pour affaiblir la puissance, pour affaiblir sa position sur la scène internationale. Oui, et aujourd'hui, parce que ça fait maintenant des années qu'on en parle, mais finalement, là, on assiste en fait au résultat, parce que c'est une offensive de très longue date, de fragilisation, pour commencer, de la vérité, de fragilisation de l'idée même de ce qui est vrai. Et à partir du moment où c'est fragilisé, finalement, tout le reste peut s'étaler comme des dominos, dans le sens où si on ne croit plus qu'il y aurait du vrai et du faux, en fait, on est dans un état de confusion. Et là, je vais demander à Julien Volpré, vous conseillez des dirigeants sur leur prise de parole, notamment sur aujourd'hui, la parole politique n'est plus crédible, les canaux des médias sont eux aussi soumis à forte suspicion. Du coup, comment est-ce qu'on parle quand on est un dirigeant? Comment est-ce qu'on parle pour retrouver de la crédibilité? Est-ce que la communication politique classique, en fait, comment est-ce qu'elle peut encore être opérante? Pour faire suite à ce qui a été dit, le pessimisme français, il n'est pas du tout nouveau, vraiment pas, il a des années 80, etc. Donc c'est quelque chose qui a été construit depuis très longtemps. Ça ne date pas du tout du Covid, et même s'il y a eu des éléments qui l'ont accentué, notamment le référendum en effet de 2005, c'est pas nouveau. C'est ajouté à cela, évidemment, le retour de bâton sur la mondialisation qui là a frappé tous les pays occidentaux, avec le fait qu'une catégorie sociale a beaucoup souffert de cette mondialisation, et donc alors vous voulez parler c'est une thèse de Marcel Foucault, entre autres les gagnants et les perdants? Oui, enfin c'est quelque chose qui est désormais très partagé, qui est très partagé économiquement par ailleurs. Donc il y a eu une catégorie sociale qui a perdu dans les années, pendant les 15 ans de l'essor de la mondialisation. Avec ça, il y a eu un éclatement des groupes sociaux. Parce que les groupes sociaux, moi, je trouve qu'ils existent en réalité très peu désormais. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les jeunes, les catégories défavorisées, mais en fait, à l'intérieur de ça, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Entre des jeunes de moins de 25 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Les catégories sociales des ouvriers, il y a en réalité très peu d'ouvriers en France désormais qui travaillent dans les industries. Bon, donc les groupes sociaux, ils sont tels qu'ils sont décrits souvent par les enquêtes d'opinion, mais c'est pas du tout de leur fait, ils sont en réalité très grossiers. Et donc on se retrouve avec des masses assez informes dans lesquelles ensuite on découvre qu'il y a des intérêts, des demandes extrêmement contradictoires, mais qu'on a du mal à capter a priori. Et donc en effet il y a une protéisation de ces choses-là. Et
ensuite, tout ça aboutit avec évidemment une forme de scepticisme général dans lequel finalement on ne croit plus à grand-chose et du coup on croit à tout. Parce que c'est le pendant. Et donc tout est possible. Et ça c'est voilà, la phrase d'Hannah Arendt, où c'est à ce moment-là que c'est très dangereux. Puisque tout est possible, parce qu'on peut croire à n'importe quoi. Et donc les réseaux sociaux et donc sur la communication des institutions d'une manière générale, il y a eu, alors si on prend quand même les quelques aspects d'appui positif des réseaux sociaux, c'est que c'est un espace de liberté. Et que liker ou pas liker, c'est très peu de choses, mais c'est quand même quelque chose. Et donc c'est un moment où il y a un peu de débat. Alors on peut le trouver qu'il est enfermé, etc. Mais il y a quand même 2-3 éléments sur lesquels de toute façon il va falloir faire avec. Donc il faut bien trouver des points d'appui. La segment, le fait d'avoir des bulles, et sur en termes d'information, c'est le résultat, c'est un produit des sociétés contemporaines. Le mariage crée des bulles, c'est l'entre-soi. La scolarisation, depuis longtemps, fait ça. Le logement est également des choses où il y a un regroupement des individus de manière très similaire. Donc les bulles informationnelles dans lesquelles les gens se regroupent en ayant les mêmes avis, c'est un produit nouveau. Donc vous contestez l'idée qu'on a en France qu'il y aurait eu un moment où il n'y avait pas ces bulles, c'est-à-dire l'école mélangeait tout le monde. Non. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Ça s'est construit progressivement, mais c'est pas uniquement le fait. Les bulles ne sont pas uniquement le fait des réseaux sociaux. Ça appartient, ce phénomène a été présent depuis 20 ans, de plus en plus, dans de plus en plus de domaines. Sur la scolarisation et le logement, c'est très vrai. C'est très vrai. Et donc, on se retrouve avec une modification de type d'information dans lequel les réseaux sociaux, ça segmente énormément. C'est-à-dire que ça fait des très petits bouts d'information, c'est des petites briques, c'est comme des tokens en fait. Donc l'information est très partialisée et elle est très essentialisée. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'opinion et un groupe. Et donc c'est en ça que c'est un problème, parce qu'il n'y a plus ce que les Américains appellent une common conversation. Et donc il n'y a plus en effet une expression d'un intérêt général, de quelque chose, d'un socle commun qui était certes artificiel, mais quand même qui permettait d'avancer. Et donc ça, c'est le contexte informationnel dans lequel sont confrontés les dirigeants politiques, les dirigeants d'entreprise. Pour les dirigeants d'entreprise, le problème auquel font face les hommes politiques sont à peu près les mêmes. Alors ils ont beaucoup moins d'enjeux, parce que c'est pas une élection, mais c'est à peu près le même. Donc il y a un enjeu d'émergence, il y a un enjeu de pertinence. Et donc par rapport à ça, les éléments sur lesquels il faut travailler pour les dirigeants d'entreprise, c'est qu'est-ce qu'on dit, où on le dit, comment on le dit. Comment on le dit, c'est d'essayer de trouver des mots qui soient moins éculés, et surtout qui sortent du langage managérial qui là tient beaucoup les gens à distance. Où on le dit, c'est les médias. Et en effet, désormais, un dirigeant d'entreprise, sa communication sur Instagram pour toute une série de types d'informations est émerge beaucoup plus facilement qu'un communiqué de presse. Mais encore une fois, ça dépend quand même du type d'information. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui reprennent les grands médias, sont une chambre d'écho des grands médias. Donc les grands médias ont une influence en termes de crédibilité, de poids qui est beaucoup moins fort, mais qui existe encore quand même. Et puis c'est essayer de l'ancrer dans le réel. Alors ça semble un peu tarte à la crème, mais c'est-à-dire ce qui fonctionne, c'est l'espèce de lien entre une parole et une action que l'on voit, que l'on perçoit. Et par ailleurs, pour un dirigeant d'entreprise, ce qui frappe, c'est quand, parce que le dirigeant d'entreprise, évidemment, il défend des intérêts particuliers. Donc c'est très partial, mais c'est un intérêt tout à fait particulier. Il n'a aucune vocation à porter l'intérêt général. C'est pas du tout son objet social. Alors il y a un peu en ce moment une discussion autour du nouveau rôle de l'entreprise, enfin nouveau dans le sens rôle politique de l'entreprise, rôle sociétal de l'entreprise, plus grande confiance accordée à l'entreprise pour résoudre des problèmes de la société française.
Comment vous Alors, d'abord, l'expliquez? pour le coup, le Covid a beaucoup aidé les entreprises. Parce qu'elles sont sorties du Covid avec une bien meilleure image qu'elles étaient rentrées. Parce qu'au fond, on a vu que le travail, c'était aussi la vie. Et que les entreprises avaient organisé ce travail à distance et c'était aussi un espace de respiration très important pour les individus, pour les citoyens. Donc l'entreprise a un petit peu a regagné une forme de confiance à ce moment-là. Elle n'est pas du tout uniforme, mais voilà, elle est peut-être très temporaire, mais ça existait. Et donc ensuite, la possibilité pour les dirigeants et pour les entreprises, c'est d'essayer de toucher l'intérêt général, c'est-à-dire de montrer qu'elles ne sont pas uniquement la défense d'un intérêt particulier. Le problème, ce que je disais, c'est que l'entreprise n'est pas faite pour défendre l'intérêt général. Et quand les politiques demandent aux entreprises de se saisir de l'intérêt général, ça sera forcément très artificiel. Ça sera forcément très partiel. Exemple. On ne peut, par exemple, sur l'environnement. Sur l'environnement, les entreprises, sur la transition, les entreprises ont une immense responsabilité, évidemment, chacun dans leur domaine. Mais la transition, dans le terme transition climatique, ce qui est important, c'est le terme transition. C'est-à-dire, c'est de passer à un point A à un point B, ce qui exige de la part de tout le monde des investissements colossaux. Une entreprise ne peut pas porter cela. Elle peut investir dans son champ, mais si d'autres entreprises dans la même chaîne de valeur le font pas, ou si la puissance publique n'a pas libéré ou mis un certain nombre de normes, c'est très stérile. Et par ailleurs, parfois, les dirigeants d'entreprise ont évidemment une conception très superficielle. C'est toute l'accusation de greenwashing. Donc sur ce thème-là, elles ont une responsabilité. Elles peuvent passer à l'action, mais elles sont aussi contraintes par mille et une choses et également par le fait que ce n'est pas leur objet social. Vous vouliez réagir? Non, je voulais réagir parce que je partage un peu, mais je dirais que ça a quand même pas mal évolué. Je suis d'accord que, en fait, je pense qu'on demande aujourd'hui autre chose aux entreprises que celle qui est leur mission fondamentale, c'est-à-dire investir, innover, recruter, ouvrir des sites, voilà, ce qui est leur objet premier, je pense. Et parfois, en France, dans une vision un peu puritaine, on a l'impression que c'est un peu dégoûtant et qu'il faudrait pas que l'entreprise fasse ça. Donc je trouve que c'est vrai qu'elles ont d'autres missions, mais moi je suis pas en phase avec vous sur ce que vous disiez sur on confie le politique confie aux entreprises un rôle sociétal. En fait, c'est pas le politique qui le confie, c'est la société qui l'a demandé très fortement. Et moi je me rappelle avoir eu cette discussion entre 2017 et 2020, en gros jusqu'au Covid, où en fait j'avais beaucoup d'entreprises qui disaient: non mais aujourd'hui les jeunes ils nous disent je veux que mon travail ait du sens, etc. Moi je sais pas ce que ça veut dire. Moi je suis là pour en gros créer de la richesse et encore une fois je dis pas ça de manière négative, mais je suis là pour investir, innover, recruter, etc. Je sais pas ce que c'est. Et en fait on a fait cette loi Pacte qui donne effectivement un objet, une raison sociale aux entreprises, etc. Très très critiquée dans cette loi. Et puis finalement on a pas mal de boîtes qui s'en sont emparées et qui se sont posées la question de c'était quoi leur place dans la société, leur rôle à leur modeste échelle, c'est vrai, c'est-à-dire celle de leur champ d'action, d'expertise, parfois en s'ouvrant un petit peu plus, en créant des fondations, en essayant d'apporter des réponses sur les thèmes de l'écologie, de l'égalité homme-femme, etc. Et moi, je trouve que ça, c'était très vrai jusqu'au Covid, et qu'il y a, depuis le Covid, quelque chose qui est un nouveau défi pour les entreprises et qui est plus du tout la question qui reste encore, mais qui est moins ça, la question de quelle est ma place dans la société, mais comment je concilie le fait que les gens veulent plus passer toute leur vie au travail et veulent trouver un meilleur équilibre de vie pro, vie perso. Et en fait, c'est très marrant parce que, je pense avoir compris dans ce que vous vouliez dire, que vous disiez le politique fixe ces objectifs-là et donc les entreprises sont contraintes d'y répondre. Mais la réalité, c'est que c'est une demande avant tout de la société. Quand c'était je veux que mon travail ait du sens, aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup plus la question de comment je fais pour autoriser le télétravail sans que ça devienne le grand n'importe quoi, et puis il y a aussi des gens qui ont besoin d'être physiques, qui ont besoin
dans leur façon de travailler, etc., en échange avec leurs collègues, leurs collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait pour garder un projet uni, d'ailleurs, parce que la question se pose aussi. Comment est-ce qu'on fait pour garder un groupe de salariés qui partageraient un objectif commun, etc., et que chacun ne parte pas dans son coin parce qu'en fait, il se voit moins, etc. Comment est-ce qu'on fait pour concilier, là, on est sur toute une mission à l'Assemblée nationale sur la question de la natalité, mais sur à la fois l'envie, parce qu'il y a un déséquilibre entre l'envie d'avoir des enfants et la réalisation et le fait de faire des enfants. Bien sûr, il n'y a pas que la question du travail, mais voilà. Et en fait, je trouve que tout ça mute beaucoup et que la réalité, c'est que le politique essaye d'y apporter des réponses, j'espère, avec l'entreprise, mais c'est plutôt dans ce sens-là que dans le sens où je pense, mais peut-être je me suis trompé, de ce que vous disiez, c'est-à-dire le politique qui fixe un cadre et après les entreprises qui doivent s'adapter. Il y a les deux, il y a les vous avez bien compris, je disais aussi ça. Donc il y a les aspirations des individus qui ont évolué, qui cherchent en effet à réconcilier leur vie professionnelle avec leur vie plus privée, donc des aspirations, le sens, le fait que voilà, le télétravail, enfin bon, il y a 1001 formes, et ils attendent en effet que l'entreprise prenne en compte un certain nombre d'évolutions de la société, et donc ça, voilà, ça en fait un organisme qui est un organisme collectif, c'est un organisme politique. Mais enfin, bon, ça en fait un organisme dans lequel les évolutions de la société sont désormais importantes et les dirigeants doivent les prendre en compte. Mais par ailleurs, il y a une demande des politiques sur le climat. Il faut retrouver les déclarations d'Emmanuel Macron qui dit aux entreprises, c'est à vous de le faire. Je veux dire, c'est très fréquent. Et donc, et ça, c'est un peu, je comprends tout à fait qu'on le fasse, et c'est pas illégitime, mais il y a quelque chose d'un petit peu dangereux de faire croire aux individus, à l'opinion, que l'entreprise portera l'intérêt général. Elle ne le fera jamais. Et c'est pas du tout, je dis pas du tout que c'est mon souhait, mais je ne crois pas qu'elle le fasse. Faut être lucide. C'est intéressant parce que dans le débat, là, comme on discute de la relation politique, en fait, et de ce manque de crédibilité, finalement, là, il y a d'autres acteurs qui émergent un peu. En tout cas, il y a du discours autour du rôle de l'entreprise, comme meilleure vision de la société, meilleure capacité à faire évoluer la société. Et puis finalement, on se rend compte que dans une demande de démocratie dans sa vie, la démocratie, c'est pas que de la démocratie politique, c'est comment je m'exprime au travail, comment je suis pris en compte au travail. Donc il y a finalement une sorte de projection sur l'univers du travail qui lui aussi est pris dans des demandes de groupes sociaux, d'individus, etc. Donc cette discussion, elle est intéressante sur voir comment est-ce que finalement différents acteurs peuvent prendre en charge la relation à l'évolution collective du pays. Et je voudrais continuer là-dessus parce que la suite de ce débat, c'est on commence par où ? C'est-à-dire où est-ce qu'on peut reconstruire ? On se rend compte qu'il y a une sorte de difficulté sur la parole politique traditionnelle, l'usure des mots, les mots valises, les mots qui ne veulent plus rien dire, donc la crise de la vérité, du coup, tout est possible. Donc là, où est-ce qu'on, dans ce modèle un peu qui s'épuise, où est-ce qu'on reconstruit ? Où est-ce qu'on commence ? Alors, je ne sais pas si c'est une tarte à la crème, si c'est réel, etc. On évoque souvent le local. Donc, dans le local, est-ce que, finalement, est-ce que c'est là qu'on va pouvoir reconstruire ? Est-ce qu'on voit émerger des nouvelles formes d'engagement ? Alors, je vais vous demander en fait à tous de répondre à ces questions. On peut commencer par Diane, si vous voulez, qui est, est-ce que dans votre enquête, vous voyez émerger des nouvelles formes d'engagement ? Alors oui, on a évoqué la question de la défiance ou de l'indifférence à voir, mais il y a quand même quelque chose qu'on doit garder en tête, c'est que cette défiance, cette indifférence, elle n'excuse pas un engagement politique des Français. Enfin, ça serait complètement faux de dire que les Français ne sont plus engagés politiquement, ou même qu'ils n'aspirent pas à une société apaisée. C'est quand même un constat positif qu'on doit retirer. Il y a quand même un rejet de toute forme de radicalité par les Français. Dans une autre étude qu'on a faite pour la Fondation Jean Jaurès en 2022, où là, pour le coup, on demandait aux Français de nous décrire ce que serait, selon eux, la société idéale, la société française idéale, la société démocratique idéale. Et quand on leur posait cette question, c'est 65% d'entre eux qui rejetaient l'idée d'une radicalité supplémentaire en politique. C'est-à-dire qu'ils trouvent, c'était 65% d'entre eux qui trouvaient qu'aujourd'hui, il y a trop de radicalité en politique en France et qu'il faudrait davantage de compromis, davantage de nuances. Donc, à partir de ça, on peut voir qu'il y a un vrai désir d'apaisement de la part des Français sur l'état de la société actuelle.
par exemple, ils sont très peu nombreux à penser qu'il faudrait la réformer radicalement. Ils sont plus dans l'optique de demander des changements, évidemment, mais sur la base du système qui existe déjà. Donc ça, c'est très important de le rappeler, de montrer qu'on n'est pas non plus dans un contexte où tout le monde est prêt à sortir dehors et à se taper dessus. Ça serait complètement faux. Et de rappeler aussi que les Français restent très engagés politiquement. Nous, c'est quelque chose qui nous marque à chaque fois dans les enquêtes, notamment dans les enquêtes internationales. Quand on compare la France par rapport à d'autres pays européens, on a des très forts niveaux, par exemple, de Français qui déclarent avoir fait grève au cours des dernières années, avoir boycotté des produits en raison des engagements de la marque, ou encore avoir signé des pétitions. Donc finalement, plutôt un engagement de protestation. Peut-être. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin de chercher trop longtemps dans l'actualité récente pour trouver des engagements de protestation. Mais je pense que ça serait un peu réduire cet engagement, parce que par exemple, quand on voit les taux de participation aux législatives anticipées de 2024, ils sont bien supérieurs à ceux de 2022. Je ne suis pas pour autant sûre qu'ils signifient une protestation, mais on voit plutôt que quand on leur demande leur avis, les Français répondent présent. Cette défiance, cette indifférence dont on a parlé avant, ça ne veut pas dire qu'ils s'en fichent. Au contraire, il y a une très grande attention et des très grandes attentes qui sont portées à l'égard du monde politique. Martial, est-ce que c'est ce que vous observez dans vos études sur, finalement, est-ce qu'il y a une constante de la politisation ou même une repolitisation? Vaste question. Il y a plusieurs manières d'entrer sur la question de l'engagement, d'une forme de mise à distance, et je suis d'accord, de groupes dont il est très difficile de cerner par des critères qu'ils ont en commun une distanciation ou un désintérêt pour la politique. Oui, il y a un intérêt très fort pour le peuple français pour la chose publique. Et d'une certaine manière, si on voyait émerger une scène politique totalement aseptisée, sans débat, sans polémique, le peuple français deviendrait profondément malheureux sur ce rapport aux politiques. Mais ça, c'est un élément important. Ce qui, peut-être aujourd'hui, crée pour moi beaucoup plus de questions que de réponses. Sur l'engagement, oui, on a une transformation des formes d'engagement. On est passé d'une société qui était, vous l'avez dit, très intermédiaire. Il y avait des corps intermédiaires, les syndicats. On voit que quand on parlait de manque de confiance des Français à l'endroit des partis politiques, la situation des syndicats n'est guère meilleure. Et d'ailleurs, on peut penser que les réseaux sociaux pourraient être aussi une forme d'intermédiation. Et les Français consomment beaucoup de réseaux sociaux tout en n'ayant aucune confiance en eux. Je vous laisse résoudre ce paradoxe. Moi, j'en suis incapable. Et donc, les formes d'engagement, on a beaucoup dit sur la jeunesse, une jeunesse désengagée. C'est faux, la jeunesse est très engagée. Elle a des formes d'engagement qui sont peut-être plus monocauses. Une seule cause sur laquelle on est prêt à investir des ressources politiques. Et politique, ça ne veut pas dire forcément un engagement dans un parti politique. Donc ça, je crois que c'est très important. Il y a un deuxième élément, puisque vous évoquiez le local. Oui, les Français ont très confiance dans le local. On voit que plus la commune de vie où on réside, on accorde une grande confiance au maire ou à son équipe municipale. Et puis, plus la commune est grande, et moins cette relation est vraie. Toutefois, sur le plan local, on en discutait avant de démarrer. Moi, je suis très prudent parce qu'il faut pas voir dans le local le miroir d'une société démocratique idéale où tout irait parfaitement bien. Je crois qu'il y a des anomalies démocratiques au plan local. On parlait de l'Assemblée nationale et donc aujourd'hui une difficulté à avoir une majorité absolue. Au plan local, aucune ville sur les 34 800 communes, aucune commune n'a de majorité relative. Ce ne sont que des majorités absolues. Mais cette majorité absolue, elle est liée à un mode de scrutin, je ne vais pas rentrer dans cette technique, qui laisse peu de place aux oppositions. Et donc, on s'interroge, on se dit, mais les Français ont confiance dans la politique locale, et pour autant, le pluralisme n'existe pas au plan local.
les majorités écrasent les oppositions. Et ça ne pose pas de problème. En fait, la réalité, et vous l'évoquiez tout à l'heure, en tout cas indirectement dans ma compréhension, la proximité, on a souvent dit la proximité, c'est le carburant principal de la confiance. Et notamment pour expliquer cette relation préférée des Français envers leur maire. Mais la proximité, qu'est-ce que la proximité ? Est-ce que c'est l'envie tous les jours d'aller voir son représentant local? Est-ce que c'est la visibilité? Ou bien, et c'est plutôt en tout cas ma thèse, c'est pas tant une possibilité, c'est la capacité éventuelle de pouvoir accéder à son élu. Même si on ne le rencontre jamais, même si on ne parle jamais avec lui, on sait que la distance est rapprochée. Et pour moi, ça c'est l'élément essentiel dans la compréhension d'une forme de satisfaction des Français envers la démocratie locale. C'est pas la proximité, c'est deux critères qui apparaissent très nettement. Si les Français ont confiance en leur maire, la première raison, c'est l'exemplarité. L'exemplarité est le moteur de cette confiance, qu'ils attribuent à tort ou à raison, mais ils l'attribuent à l'endroit des élus locaux. Et la deuxième raison, c'est certainement pas un élu technicien. Les Français en ont strictement rien à faire d'élire un maire ou une équipe municipale qui seraient des experts polyvalents, maîtrisant la matière budgétaire, juridique, urbanistique et d'autres. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est le respect d'une promesse démocratique. Et je trouve que dans une campagne qui démarre au plan local, moi je vois une évolution sur les 40 dernières années des professions de foi d'équipes municipales pour des villes où on est passé avec des listes à la Prévert d'engagement à aujourd'hui des choses. Alors vous pouvez dire c'est moins précis, donc c'est peut-être moins engageant, il y a moins de prise de risque, parce que avant tout, on parle de démocratie, mais on est en France dans un cycle et je terminerai par là, de démocratie électorale. Et c'est peut-être ça le piège de notre régime démocratique. La démocratie électorale, c'est de se dire tous les 5 ans pour l'élection législative ou tous les 6 ans pour l'élection municipale, on a un rendez-vous et tous les élus tirent leur légitimité du suffrage. Entre ces deux moments, circuler, il n'y a rien à voir. J'exagère, mais c'est pour ouvrir le débat. Et c'est bien ce cycle qui est en train de se fermer. On l'a vu pendant le grand débat national. Je ne dis pas que tous les citoyens sont impatients toutes les semaines de recevoir une invitation à une réunion publique pour débattre, parce qu'on verra que ça produira beaucoup plus de déception et on retrouvera sensiblement les mêmes profils venant dans ces moments de débat, de confrontation. Et puis ça demande aussi un certain nombre de dispositions, de compétences. C'est pas simple pour un citoyen ordinaire de se rendre dans une réunion publique, de s'exprimer, d'argumenter, de contre-argumenter jusqu'à l'épuisement de l'argument. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut pas non plus voir dans des formes alternatives la pierre philosophale à tous les problèmes démocratiques. En revanche, entre deux élections, s'il ne se passe rien, c'est pas non plus satisfaisant. Donc, pour moi, et j'ai pas de solution clé en main, comme je l'ai dit en introduction, mais il y a un élément qui manque parce que se ferme ce cycle de la démocratie seulement électorale. Et donc, si on croit à la démocratie représentative, il faut inventer d'autres moments entre deux élections. Diana ? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça rentre en grande résonance avec... moi, j'ai une petite expérience d'élection, parce que j'ai été candidate en 2020 dans le 7e arrondissement pour Anne Hidalgo, j'étais tête de liste. Et auparavant, en 2018, j'ai participé à la création de Place Publique, c'était l'une des cofondatrices, qui répondait, je crois, à justement déjà je sais pas, ce ras-le-bol, cette désaffection, cette indifférence, cet épuisement peut-être des Français face à la distance qui existe entre la représentation nationale, les promesses, les élections et leur aspiration à s'engager. Et alors, c'est pas du tout... Un mot sur Place Publique, alors, un mot sur Place Publique pour tout le monde. Place Publique, c'était alors à l'époque un mouvement citoyen, un mouvement qui voulait
se reposer sur la société civile, notamment sur les associations, sur toutes les personnes qui étaient engagées sur le territoire pour une cause ou qui voulaient simplement participer d'une façon ou d'une autre à la vie politique du pays qui, on le croyait, on en est toujours convaincu, je pense, ne s'épuisait pas dans justement les élections tous les 5 ans. En tout cas, ce cycle qui, après 2017 et on va dire la désillusion qui est arrivée très vite, semblait absolument intenable. Donc en fait, renouer avec le local. Donc je crois que toute l'histoire de Place Publique et de mouvements comparables avant cela En Marche, par exemple, montre à quel point cette aspiration qui éveille à son tour énormément d'espoir et énormément d'adhésion peut être non pas abîmée, mais on va dire détournée de ses intentions par juste le fonctionnement de la vie politique française, quoi, qui repose essentiellement quand même sur des élections et donc sur des cycles. Maintenir le contact permanent avec les citoyens en dehors de ces échéances, c'est un sacerdoce, voire quelque chose qui est impossible en fait. C'est une promesse forcément déçue. Alors ce n'est pas pour cela qu'il faut ne pas faire de promesses et ne pas travailler en ce sens, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui, dans la réalité du pouvoir, de son exercice, du fait que, voilà, quand on est élu, quand on est maire, par exemple, d'une grande ville ou d'une ville moyenne, ou quand on est député européen, quand on est député français, à un moment donné, on travaille à un niveau central, qui est un centralisme, on va dire, plus ou moins local, mais qui néanmoins va introduire une distance avec ceux à qui on a promis qu'on allait l'abolir. Voilà, c'est une sorte de dilemme permanent, presque d'aporie. Alors, au niveau local, je termine là-dessus, j'ai l'impression, de mon expérience de campagne, de l'expérience de ce qui arrive aujourd'hui, peut-être aussi de l'exemple de ce qui s'est passé avec l'élection de Mamdani à New York, qu'il y a un très fort besoin, ne serait-ce que pendant les élections, pendant la campagne, d'un contact, d'une relation avec les candidats et les représentants. Le porte-à-porte, le marché, le tractage, les réunions publiques restent des ingrédients indispensables d'une campagne locale réussie. C'est-à-dire que les réseaux sociaux jouent certains rôles pour celui qui ne le suit pas, mais l'essentiel de la campagne, je parle de Paris en particulier, qui est la plus grande ville de France, la capitale, se fait sur le terrain, au niveau de chaque arrondissement, voire au niveau de chaque quartier. Donc, il y a ce contact-là et je crois que la demande est qu'il soit de plus en plus présent et investi par les candidats. Donc, je ne sais pas si ça résout cette fameuse aporie de demande, mes déceptions, etc. Mais en tout cas, l'enjeu principal, en fait, le défi de celui qui va être élu, c'est de maintenir ce lien, de ne pas tout de suite basculer d'une campagne extrêmement investie et proche des citoyens, des habitants d'une ville, à une gestion, on va dire tout de suite très administrative, d'une administration en fait de la ville. C'est très compliqué à tenir, quoi, parce que quand on vous élit, vous êtes élu, vous devez lancer un certain nombre de politiques publiques qui se font forcément à un moment donné un peu en chambre, qui ne suppose pas une consultation permanente des citoyens. Donc, à quel moment, en fait, vous ramenez les choses, encore une fois, sur la place publique, vous recréez du lien? En fait, la vérité, c'est qu'en tout cas, une ville comme Paris, si vous ne le faites pas, on vous rappelle à l'ordre. On n'attend pas 6 ans, quoi. On n'attend pas les prochaines élections. Vous êtes rappelé à l'ordre très rapidement. Alors, vous parliez en fait finalement de le tractage, etc. Mamdani, c'est intéressant. Est-ce que c'est l'histoire des corps? Est-ce que finalement on remet du corps, du physique, des vibrations, des sourires, de la parole, quelque chose qui a une temporalité où on est en même temps au même endroit en train de faire quelque chose, où on n'est pas dans sa bulle puisqu'on est dehors, on est là où sont d'autres gens. Est-ce qu'il y a quelque chose du rapport au corps qui renoue la confiance? Il y a quelqu'un qui veut s'intéresser au corps?
Julien? Certainement, parce que j'ai mentionné Mamdani, où il y a le rapport au corps et il y a le rapport À la joie aussi chez Mamdani. à la voix, aux citoyens ordinaires, en fait, à l'habitant d'une ville qu'on ne voit pas. Alors, vous parliez tout à l'heure des gagnants et des perdants de la mondialisation et des évolutions économiques récentes. En fait, faire voir des gens, des façons de vivre, des métiers, des interactions, des quartiers, des coins de la ville, de New York, voilà, qu'on ne voit plus parce que, en fait, c'est vrai que les images souvent s'intéressent aux plus opulents, aux plus riches, aux choses les plus belles. Et en fait, lui, il remet, alors il y a là-dedans bien sûr une exploitation esthétique et en communication de cette espèce de beauté, d'esthétique des classes populaires en quelque sorte. Mais peut-être qu'il y a eu cette rencontre à un moment qui a fonctionné entre l'impression de ces gens-là qu'ils étaient absolument effacés, et notamment des jeunes, parce que quand on regarde, pour le coup, par âge, les votes pour Mamdani, en gros, il fait le carton plein jusqu'à à peu près 30 ans, même un peu moins, 28 ans, et après, il est en minorité. Hein. Donc c'est les jeunes qui sont venus voter pour lui. Oui, il y a certainement de cela, et aussi une volonté un peu de renverser peut-être la table face à une situation très particulière à New York, à des candidats par ailleurs qui ont baigné dans le harcèlement sexuel, dans la corruption, connue de tous, etc. C'est pas forcément transposable. Je me permets d'élargir un tout petit peu votre dernière question, mais je voudrais rebondir aussi sur ce que vous disiez. En fait, c'est très intéressant parce que je partage votre constat et en même temps, c'est pas du tout ce que je vis dans le quotidien en tant qu'élu. Et en fait, je trouve que ça traduit aussi, et moi, ça m'inquiète toujours un peu, une forme de méconnaissance de ce qui se passe réellement, de qui fait quoi. Et je me permets de vous poser une question parce que n'étant pas parisienne, je sais pas. Est-ce qu'on peut, en tant que citoyen, assister au Conseil de Paris, par exemple ? Absolument. Vous pouvez assister, il y a écrire et demander d'assister. Il y a une petite salle tout en haut qui... En fait, je trouve que c'est très sur la proximité, etc. On raconte beaucoup une histoire, en fait. On se raconte collectivement beaucoup une histoire de la proximité de l'élu local, de la cassure qu'il existe depuis que le fait qu'il n'y a plus le cumul des mandats, alors que franchement, moi, le cumul des mandats, c'est probablement un des trucs que j'exècre le plus parce que ça crée des baronnies et au fond, ça installe des gens, alors que je trouve que la force de la vie politique, c'est son renouvellement. C'est justement le fait que pendant un temps, il peut y avoir des gens qui sont élus et puis que, en fait, la force de l'attractivité de notre vie politique, c'est parce que elle arrive à changer, elle arrive à faire rentrer des nouvelles personnalités qui ont une approche différente sur la vie du pays, sur la façon. Je trouve qu'on a créé beaucoup de confusion aussi sur le rôle de qui fait quoi avec le cumul des mandats. Et quand j'ai été élue parlementaire, dans les premiers mois, maintenant ça s'est un peu atténué parce que je pense qu'on a travaillé à ça et puis c'est peut-être rentré un peu plus, mais il y a beaucoup de gens qui venaient me dire... le maire fait quelque chose qui ne me plaît pas, allez dire au maire que il me faut mon PLU, il me faut mon logement, il me faut mon... Il disait mais en fait je ne suis pas du tout le chef du maire, contrairement à ce que vous pouvez penser, mais avec le cumul des mandats, quand vous aviez des députés maires qui parfois occupaient en plus des fonctions dans des conseils départementaux ou régionaux, ça crée une espèce d'embrouillamini de qui fait quoi, de qui a la charge de quoi, et qu'au fond il y avait une espèce d'autorité supérieure à qui on pouvait aller demander... je trouve qu'il y a un besoin, par rapport à votre question des corps, d'avoir le sentiment que nos élus partagent la même vie. Et pour autant, à chaque fois quand j'entends les critiques des parlementaires, on entend toujours oui, ces gens déconnectés, etc. Donc en fait, j'ai posé la dernière fois la question avec mon conjoint. J'ai écouté, je sur BFM, la nouvelle émission qui est assez intéressante, qui s'appelle Forum, où justement c'est des citoyens de tous bords, de tous groupes sociaux, de tout âge qui viennent un peu débattre. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'ils disent toujours oui, ces gens déconnectés qui ne nous ressemblent pas. Alors déjà, je tiens à vous dire que, bon, déjà, moi, ça fait 8 ans que je suis élue, donc je trouve ça toujours très désagréable comme critique, mais je pense que pour les nouveaux qui sont arrivés, notamment au Rassemblement National et à la France Insoumise, et qui pensaient justement dans une forme de radicalité, être en rupture avec ça, c'est très difficile à entendre parce que ils ont l'impression d'être comme tout le monde, de vivre la même vie que tous leurs concitoyens. Et en fait, en moins d'un an, on leur a reproché de ne pas être des citoyens comme les autres, etc. C'est la fonction qui crée cette distance.
Je pense que ça fonctionne, c'est un peu un mythe aussi qu'on aime raconter aux gens. Et parce que moi, je disais à mon mari, mais en fait, je comprends pas ce que les gens veulent dire quand parce que je dis, moi, j'ai 2 enfants petits, ils sont scolarisés, j'ai les mêmes difficultés quand ils tombent malades. En ce moment, j'ai des problèmes de mode de garde. Je prends les transports pour aller à l'Assemblée nationale. Donc, parfois, j'ai des retards de train comme tout le monde. Donc, en fait, c'est quoi ce qu'on appelle, par rapport à votre question sur les corps, la vraie vie et la vie déconnectée des responsables politique. Je suis toujours assez frappée aussi par... je vais beaucoup dans les écoles parce que moi, je me suis beaucoup posé la question, comme j'ai été élue à 26 ans, on me dit toujours ah oui, comment on fait pour que les jeunes ils s'intéressent à la politique? Moi, je ne sais pas comment on fait pour un jeune de 18 ans à qui on n'a jamais rien expliqué sur le fonctionnement de nos institutions, le rôle de qui fait quoi, de pourquoi c'est important d'aller voter, etc. Alors, du coup, je vais voir pas mal de CM2 en leur expliquant au fond à quoi ça sert. J'ai enlevé toutes les associations de seniors de l'Assemblée nationale dans les 12 créneaux de visite qu'on a dans l'année pour remplacer ça par des écoles et essayer de leur La parler. reconquête par le CM2? Non, mais en fait, moi j'ai grandi dans un village un tout petit village, enfin tout petit pour la région parisienne, mais où en fait il y avait un conseil municipal des jeunes et moi j'ai été élue à 10 ans et puis voilà, on m'a amené aux commémorations, on nous demandait c'est quoi le projet que vous aimeriez porter en tant que conseil municipal des jeunes et en fait au fond c'est ça, c'est à quoi ça sert un élu, voilà, ça sert à installer des boîtes à livres, ça sert à proposer des activités pour les jeunes, à proposer des activités de solidarité. Ça, c'est le rôle de l'élu local et le rôle de l'élu national est différent. Et en fait, si on n'explique pas ça, au fond, qu'est-ce que vous voulez? On va pas demander à quelqu'un qui connaît pas d'aller participer à une élection, ça n'a pas de sens. Vous disiez tout à l'heure quelque chose sur les réunions publiques, en disant c'est très difficile pour les gens d'aller aux réunions publiques. Moi, je pense que c'est pas tant que c'est difficile, je pense qu'il y a une demande beaucoup plus de personnalisation. Moi, je fais très régulièrement des réunions publiques avec. Alors, j'invite des gens parce que je pense que ça intéresse aussi d'avoir. Ça intéresse d'avoir du débat et de confronter, pas forcément avec son élu d'ailleurs, avec qui on peut être en prise assez facilement. Moi, j'ai une permanence. Mes élus locaux, je pense qu'ils reçoivent aussi dans leur mairie, mais avec des gens avec qui peut-être on aurait moins de contact. Mais c'est vrai que là où je vous rejoins, moi, je dois inviter les gens presque personnellement. Donc, je fais tout mon carnet d'adresses, je fais tous mes réseaux. J'écris personnellement, individuellement aux gens, en fonction des thématiques sur lesquelles ils m'ont sollicité. Donc, on tient un registre avec mes collaborateurs de ceux qui nous ont sollicité sur le budget, ceux qui nous ont sollicité sur les retraites, ceux qui nous ont sollicité sur la fin de vie. Et puis, on organise. Mais il n'y a pas je vous rejoins quand vous avez dit la France est extrêmement politique et je pense que les gens sont passionnés par ça, mais il y a ce besoin d'individualisation et ça répond à votre question des corps. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je veux organiser une réunion publique, j'en ai fait une il y a 2 jours sur le budget avec un parlementaire qui est un collègue, qu'on connaît certainement dans le milieu, qui s'appelle Jean-René Cazeneuve, mais qui n'est pas très connu du grand public. Et la salle comptait 80 places, j'ai eu 70 personnes, donc c'est plutôt une réussite, mais parce que j'ai littéralement inviter personnellement les gens. Si vous faites une réunion publique aujourd'hui, si vous boitez si vous tractez à la gare, ça sert à rien. Mais si vous faites du porte-à-porte pour sonner chez les gens et en leur disant est-ce que ça vous intéresse, je suis venu vous parler de ça parce que je sais que c'est une préoccupation du moment, etc. J'ai invité quelqu'un qui va pouvoir vous apporter un regard technique sur le sujet, les gens viennent. Et ça, c'est très intéressant parce que je trouve que ça refonde beaucoup la façon de faire de la politique et de ce que ça implique aussi comme engagement du responsable politique, quelle que soit son échelle d'ailleurs, que ce soit municipale, régionale, départementale, etc. C'est extrêmement engageant. Et puis, enfin, peut-être un dernier point. Il y a une dernière chose, on critique souvent la déconnexion du parlementaire, alors que moi, je ne connais pas un parlementaire qui n'est pas tous les week-ends sur le terrain, qui n'a pas une permanence ou qui organise des permanences tournantes dans ses mairies, qui fait connaître son action. Mais interrogez-vous sur les élus régionaux et les élus départementaux qui gèrent des budgets mais qui sont colossaux et qui sont déterminants pour votre quotidien. Je veux dire que quand c'est le lycée, quand c'est le collège, quand c'est la gestion de la santé et du social. On se trompe de cible quand on dit Non, on se trompe pas de cible, mais c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que le parlementaire national est très loin parce que vous l'avez dit, c'est centralisé, c'est au niveau de l'État, etc. Alors qu'en fait, il est beaucoup plus facile de parler à son parlementaire que moi je veux bien faire le jeu en fonction du compte, pas de la région, mais qui est votre représentant à la région mais sauf vous parce que vous êtes engagé politiquement, alors ça compte pas. Qui est votre représentant et qui est votre binôme, dans quel canton vous habitez et qui est votre binôme au conseil départemental. Moi, je veux bien faire même le jeu avec la salle. Je suis presque sûr que personne ne peut citer son élu départemental ou son représentant régional dans le sens où. Je pense que c'est très marrant parce que pourtant c'est du très concret, c'est du terrain, c'est
C'est exactement le point sur lequel les défenseurs du cumul des mandats insistent. C'est-à-dire, ce que vous avez dit sur le cumul des mandats est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ça a créé des dysfonctionnements absolument majeurs, etc. Mais le seul intérêt du cumul des mandats, c'était ça. Alors c'est un peu comme Mais vous pouvez- pardon. faire une C'était rendre le une fait marque que ça connue en soit fait. identifié et qu'il y ait, puisque les citoyens en effet mélangent les responsabilités, on ne sait pas, le collège personne ne sait, ou le lycée personne ne sait que c'est pas, les gens je pense pensent soit c'est la mairie, soit c'est l'État. Personne Ouais, pense que c'est le, et donc voilà, et donc c'était le seul avantage d'avoir une unification des fonctions, une personnalité politique qui souvent, parce que c'était ça, cumulait plusieurs choses. Mais enfin, donc c'est un phénomène qui, je ne dis pas qu'il est inextricable, mais qui est très difficile à séparer. C'est très juste, mais pardon, avant que vous repreniez la main, je vous coupe une seconde, mais par exemple chez moi, et je ne dirai pas les noms parce que mais dans mon canton, les deux élus départementaux, c'est une adjointe à la mairie de Marly-le-Roi et le maire de Chatou. Donc en fait, ce cumul, il existe toujours, il n'existe plus avec des... Et encore, il n'existe plus avec des parlementaires dans le sens où un parlementaire ne peut pas occuper une fonction exécutive locale, c'est-à-dire... Quelque chose s'est passé. Ouais. On a de la lumière, mais on n'a plus de On a son plus dans de les son. micros. On peut être député et élu dans une mairie. On ne peut pas être maire ou adjoint et on peut être élu on peut être élu départementaux, mais on ne peut pas être vice-président du département. C'est pas la même. Mais je suis d'accord, c'est pas la même. Mais c'est très intéressant parce que tout le monde dit qu'il n'y a plus de cumul des mandats, alors que ce cumul, il existe toujours avec au moins à l'échelon des élus locaux. Et pour autant, et c'est très intéressant parce que c'est le paradoxe c'est de l'action concrète quand vous scolarisez vos enfants, ce qui est, je pense, voilà, et le fait que personne ne les connaît en réalité. Alors, ça, on va enchaîner. Merci beaucoup pour. On a peut-être plus de lumière et de nouveau du micro. Non, toujours pas de micro, c'est pas grave. Je crois qu'on est suffisamment prêt pour s'entendre tous. On parle toujours dans le micro ? Ok. Alors, donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, on se rend compte que finalement, il y a aussi un peu, quelque part, un faux procès enfin, un procès éternel en distance. En même temps, quand les choses persistent, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a de manière régulière, répétée, un procès en distance, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être pas celui qu'on a identifié, mais c'est qu'il y a un problème. Donc, est-ce que c'est un problème de communication ? Est-ce que c'est un problème du format où on travaille en chambre et les gens ne savent pas ? Est-ce que c'est un problème des engagements politiques, ce qui fait qu'on ne s'intéresse pas au reste et quelque part ça rend un peu aveugle à ce qui se fait vraiment. La question, on se rend compte qu'en ce moment, en tout cas dans l'état d'émiettement, de morcellement dans lequel on est arrivé, on a du mal à faire de la politique pour tous et on a un grand sentiment aussi de violence. J'aboutis à une question qui était sur la question de la violence, du ressenti de la violence, la société violente, etc. Mais également du fait que l'on consomme de la violence. Même en politique, on consomme du clash politique. Donc là, on est arrivé à finalement, ce qui voyage... notamment sur les réseaux sociaux, c'est du clash politique. Ça voyage énormément. Finalement, ça dépasse les bulles. À peu près tout le monde est exposé à du clash. Par contre, tout ce qui est du discours plus élaboré, plus concret, peut-être plus réel, reste coincé dans une bulle et n'arrive pas à voyager. Est-ce que là-dessus, vous qui vous engagez en politique, qui êtes engagé en politique, vous qui l'analysez, vous qui communiquez, est-ce que vous avez en tête ou au moins une solution ? Et après, on passera la parole aux étudiants. Moi, j'aimerais quand même apporter quelques éléments de nuance sur les réseaux sociaux. Non, mais parce qu'on en a beaucoup parlé, vous en avez parlé, qu'effectivement, il y a des gros risques avec les réseaux sociaux qui sont réels. Vous parliez fort, je crois que les micros, ça marche pas. Donc, ils sont réels, ces risques avec les fake news, le développement de l'IA qui, évidemment, met en danger nos perceptions, que ce soit sur les images, même sur l'audio. Enfin, il y a énormément de risques, mais il faut aussi pas non plus, infantiliser les gens. Il y a quand même une conscience de ces dangers qui est très forte dans l'opinion publique. On a mené de nombreuses études sur le sujet de la désinformation en ligne, mais aussi sur le sujet plus spécifique des réseaux sociaux en politique, notamment auprès des jeunes. Par exemple, pour les européennes, avec Brut, on avait mené une étude sur l'impact des réseaux sociaux sur le vote des jeunes pendant les européennes de 2024. Et c'était très intéressant parce que, effectivement... Pardon, désolée, je vais parler plus fort. Ben, on est... Vous pouvez pas nous remettre les micros, s'il vous plaît ?
Ok, bon, je vais essayer de parler plus C'est fort. génial, c'est une sorte de playback. Ça vous plaît ou pas? Oui, donc même chez les jeunes, on voyait qu'effectivement, ils nous disaient à de très fortes proportions, oui, je m'informe sur l'actualité politique sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il y avait une conscience chez eux que ça amplifiait les polémiques qu'ils jugeaient inutiles, et le clash, c'est que ça ne permettait pas le discours. Donc il y a quand même une opinion qui est assez critique vis-à-vis du contenu qui est reçu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête que le contenu sur les réseaux sociaux maintenant n'a peut-être jamais été vu comme neutre, mais il y a un recul critique qui est pris par les citoyens et par les Français de manière générale. Est-ce qu'on est en train d'inventer la suite en termes de nouvelles communications? Il faut parler dans le micro, même si ça me... Voilà. C'est une sorte de... On parle directement à une autre planète dans le micro. Alors, je vais juste, désolée, je vous coupe rapidement, mais sur le point de cette nouvelle communication, on a parlé de l'élection municipale à New York récemment. Effectivement, ce qui a marché, c'est sa communication porte-à-porte, sa corporalité dans le débat public, mais également sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi quand même un élément qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il a remis au centre du débat, que ce soit dans son porte-à-porte ou dans ses réseaux sociaux, des thèmes comme le pouvoir d'achat, le prix des crèches à New York, la gratuité des bus. Et moi, ce que j'ai trouvé très intelligent de sa part, c'est que vous parliez du fait qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent en chambre. Lui, il a réussi à montrer comment ces décisions impacter les citoyens sans forcément qu'ils prennent part. Par exemple, je pense à la gratuité des bus, où il a montré l'efficacité de cette politique publique et comment ça allait rendre plus efficace le réseau de bus à New York. Il ne l'a pas forcément montré avec des termes très techniques, mais ça a fonctionné. Sur New York, il a fait... Faudrait parler il fort a en même dit temps. deux choses. Il a dit vos problèmes, c'est les miens. Ma victoire, c'est vous. Voilà, donc à partir de là, ça a assez bien marché. Sur la communication, ce qu'on a dit, c'est-à-dire évidemment l'ancrage dans le réel, plus que le pur local, c'est ça qui fonctionne. La démocratie athénienne, c'était ça. Les banquiers républicains, ça a été inventé sous la Troisième République, ça fonctionne encore. Et il y a une nécessité, mais qui est très difficile, d'avoir une respiration démocratique entre les deux élections et de faire ce que Marie Lebec fait le plus possible dans la mesure de ce qui est possible, c'est-à-dire d'avoir un contact le plus régulier, etc. Donc ça, voilà. Ensuite, sur les outils de communication, il est évident que les technologies conditionnent désormais beaucoup, là aussi c'est pas complètement nouveau, la manière de communiquer. Donc on a quelque chose avec les réseaux sociaux dont on a parlé, on va avoir l'intelligence artificielle qui va créer quand même une espèce de nouvel espace de communication et dans lesquels il va essayer de faire en sorte que, de la même manière qu'au moment des Lumières, il y a une libre circulation des idées, puisque c'était ça, cette libre circulation soit institutionnalisée. C'est-à-dire que ce qui manque, à mon avis, à cette communication, à ces nouveaux modes de communication, c'est qu'il n'y a pas de traduction institutionnelle. C'est-à-dire que les difficultés politiques que l'on connaît aujourd'hui, forme de crise de régime, c'est lié à la défiance, c'est lié à la crise politique, c'est lié aux institutions qui ne répondent plus au paysage politique. On a des institutions qui sont déconnectées, en tout cas qui ne permettent plus de dégager une gouvernabilité, et on a des moyens de communication, des techniques de communication qui également ne sont totalement orthogonales, ou en tout cas n'ont aucune traduction institutionnelle sur le temps long, etc. Donc il y a des espèces de choses à réconcilier qui à ce stade ne le sont pas. Comment réconcilier la demande de quelque chose de très ponctuel, immédiat, impatiente et très consommatrice en politique, comme ce qui a été dit, avec des institutions, une action publique qui est longue. Est-ce qu'il faut deux volets de la politique, une immédiate, à très court terme, et puis une plus longue, je sais pas, mais c'est un peu de cet ordre-là. Alors, bien sûr, les Français ne sont pas, et les gens en général, ne sont pas stupides. Ils comprennent qu'on se joue d'eux quand on se joue d'eux. Néanmoins, je pense que l'ingénierie globale de ces réseaux sociaux et de ces systèmes favorise et
beaucoup d'études l'ont montré, plutôt des expressions extrêmes, plutôt des expressions qui apportent des solutions simples et rapides à des questions complexes, et en fait favorisent plutôt, par ailleurs, dans différents pays, dans différents ordres politiques, l'émergence d'extrême droite. J'ai 2 références pour vous. Un travail que Zeynep Tufekci, qui est une chercheuse américaine, a mené sur les révolutions arabes, où elle a montré que les réseaux sociaux, on dit souvent que les réseaux sociaux ont produit les révolutions arabes. Ce qu'elle essaie de montrer, c'est que très rapidement, les pouvoirs en place, la police, se sont emparés de ces réseaux, notamment pour savoir exactement où étaient cachés ceux qui se rebellaient, comment les atteindre, et qui a en fait débouché sur des arrestations beaucoup plus efficaces, sur une identification et localisation de ces oppositions. Un autre livre qui est très important, qui n'a pas été traduit en français, comme l'autre d'ailleurs non plus, je crois, The Revolution That Wasn't, la révolution qui n'a pas eu lieu, s'interroge sur la manière dont les réseaux sociaux, Lumière, bien sûr, ça marche, ont permis l'émergence et la montée en puissance du Tea Party aux États-Unis, qui ont bien plus favoriser finalement l'émergence et le recrutement des citoyens par ces partis politiques extrêmement radicaux que, on va dire, les partis plus démocratiques, plus rationnels, etc. Donc, oui, la résistance individuelle, j'y crois beaucoup, enfin, voilà. Mais il ne faut pas croire qu'on peut résoudre individuellement un problème structurel. Je crois que la Fondation Jean Jaurès, par ailleurs, l'a montré dans plusieurs de ses rapports récents. Merci beaucoup. On a récupéré à la fois les micros qui marchent et nos 2 merveilleuses étudiantes qui vont poser quelque part la question de la fin, puisque nous avons 3 minutes et elle s'adressera peut-être en particulier à tout le monde, mais à Martial, si vous voulez. Alors, bonjour à tous. Ça marche, je crois. Ah, ça marche? Ok. Alors, bonjour à tous. Du coup, notamment, Madame Lamotte, tout à l'heure, vous... Ah, ok. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, Cléa Cornet, étudiante à l'ISCP en journalisme. Madame Lamotte, tout à l'heure, vous expliquiez que plus les communes étaient petites, notamment, plus les citoyens avaient confiance en leur maire. Ma question s'adresse à vous 5. Mais pensez-vous que les différents chefs de file des partis politiques français n'ont pas assez de proximité avec les citoyens et qu'ils devraient repenser leur stratégie de communication? Merci beaucoup. Du coup, moi, je peux peut-être répondre. En tout cas, c'est vrai que c'est un vrai défi de s'interroger sur quel est le bon média de communication pour atteindre l'ensemble des Français. Or, aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ces médias sont extrêmement fracturés. Je ne connais pas de gens plus âgés que moi, enfin, il doit y en avoir, mais j'en connais pas particulièrement qui sont sur TikTok, par exemple. Or, on a, par exemple, la question de nous, enfin, moi qui ne suis pas encore sur TikTok, est-ce qu'on devrait s'y mettre? Quel est le bon format? Comment on communique bien aussi sur ces réseaux? Parce que chacun a un peu ses codes et ses façons, et ses algorithmes et la façon dont sont construits ces codes. Il y a, je pense, enfin en tout cas moi c'est devenu un peu un de mes nouveaux chevals de bataille. Comment est-ce qu'on, enfin je le crois, comment est-ce qu'on, quand on a une action complexe, on arrive à l'expliquer simplement. Et je pense que c'est aussi ça en termes de, en tout cas pas par rapport aux élus locaux, mais par rapport aux élus nationaux, c'est un peu notre défi. Moi je crois pas à la radicalité, donc comment est-ce qu'on arrive à expliquer simplement quelque chose de complexe? Comment quand on a des formats où je crois qu'au bout de 2 minutes de vidéo, les gens arrêtent de regarder. Bien Comment avant. est-ce qu'on... Ok, bah, peut-être bien avant, mais en tout cas, nous, on s'astreint à 2 minutes déjà. Comment est-ce qu'en 2 minutes, on arrive à expliquer quelque chose? Ça, c'est vrai. Et puis, comment on arrive à mettre en valeur ce qui est, je crois, quand même, la façon dont nous faisons de la proximité en tant qu'élu national, qui n'est forcément pas la même façon que en tant qu'élu local. Moi, j'ai pas de budget à distribuer aux associations. Enfin, en tout cas, j'en ai plus depuis la suppression de la réserve parlementaire. Et je peux pas changer l'éclairage public. Mais par contre, je suis tour de contrôle de mon territoire. Je vois l'ensemble des acteurs et je peux faire de la mise en relation. Et je peux essayer de coordonner, de faciliter, de montrer qu'il y a des aspirations communes dans un territoire pour un projet politique
politique, et donc comment est-ce qu'on valorise ça? Et ça, je pense que ça fait partie des défis qui sont devant nous. Alors, je ne sais pas comment on est en termes d'horaire, parce est-ce qu'on doit finir à l'heure exacte ou on peut encore prendre 2 minutes? Allez. Alors bonjour, Maëlle Viguerard, étudiante aussi en journalisme à l'école ISCP à Paris. Vous avez parlé de l'omniprésence des réseaux sociaux, des différentes stratégies de communication à travers X, Instagram, TikTok. Est-ce que vous pensez vraiment que la confiance devrait être restaurée forcément sur les réseaux sociaux? Alors, c'est un peu la discussion, je vais le redispatcher. C'est un peu la discussion qu'on a eue sur le double rôle des réseaux sociaux. D'un côté positif, ça discute, il y a de la vitalité, c'est très immédiat, etc. De l'autre côté négatif, ça accentue la polarisation, ça fait circuler, ça accentue aussi le fake qui circule et qui reste, le clash, en fait tout ce qui suscite de la dopamine, c'est-à-dire quelque part de l'excitation. La nourriture des réseaux sociaux, c'est la dopamine, c'est de l'excitation. Or, on est plus excité souvent par des choses négatives que par des choses posées, positives et parfois complexes. Donc, est-ce que finalement la reconquête, c'est un peu la question, la reconquête de la confiance passe par les réseaux sociaux ou pourrait s'en extraire? Est-ce que ça serait cette question-là? Je peux tenter une réponse, n'étant absolument pas un expert des réseaux sociaux, mais je rejoins effectivement le constat que les réseaux sociaux ont mis en place une politique de l'attention, en un seul mot, mais ça peut produire de la tension, ça c'est évident. Moi, en fait, j'essaie de répondre aux deux questions parce qu'elles sont intimement liées. Peut-être par des formations personnelles et professionnelles, j'ai tendance à dire que la réponse, avant tout, doit passer par l'éducation et rien que l'éducation. Ça, pour moi, c'est incontournable. Une fois dit cela, oui, les réseaux sociaux sont l'antithèse du temps long, et la politique, c'est du temps long, sans occulter des temps courts sur lesquels, effectivement, on voit bien que les débats qui jalonnent une vie ou une session parlementaire ne sont pas que dans le temps long. Et là, moi, peut-être je tire un sonnette d'alarme sur ce que je vois apparaître parfois dans le débat public qui me pose difficulté, et ce n'est pas une critique à vous, Marie Lebec. On a quand même observé une accélération de la confusion entre communication et pédagogie. Combien de politiques nous ont-ils pas dit si cette réforme n'a pas marché, c'est parce qu'on ne l'a pas suffisamment bien expliqué, on a manqué de pédagogie. Je crois que ce n'est pas toujours un manque de pédagogie, c'est tout simplement le refus de considérer que cette réforme n'était pas légitime. Et ce qui renvoie tout simplement à la question de, entre deux élections, comment on peut installer un rythme démocratique qui viendrait être percuté par la communication, et la communication serait la réponse à des difficultés de légitimation et d'adhésion des peuples à des changements. Alors, nous devons malheureusement, merci beaucoup à tous nos participants, intervenants pour votre sincérité. Merci aux étudiantes. Merci au public vaillant qui est venu ce matin au Studio 104 à poursuivre. Ce que j'en retiens, c'est que il y a quelque chose qui était rythmé par les élections et qui est à revoir, prolonger, c'est-à-dire finalement comment on établit la relation entre les politiques et les citoyens au-delà des moments de l'élection. Et on n'a pas trouvé directement la martingale, mais en tout cas, au moins, on a cherché, on a exploré des pistes, et merci à vous tous. Droit de suite sur ce débat, peut-être l'année prochaine.